l'air à l'intérieur du tribunal du comté de Portsmouth semblait lourd, comme s'il s'était imprégné de décennies de promesses non tenues et de querelles familiales acerbes. Il sentait l'encaustique pour sol, le vieux papier et une sorte de tension froide qui s'installe au plus profond de vos os. Je me tenais à la table de la défense, les mains posées légèrement sur la surface en bois rayé. J'étais complètement seul. Je n'avais pas de mallette, pas d'assistant juridique pour me chuchoter à l'oreille, ni de costume de luxe. J'avais simplement mon vieil uniforme repassé et la vérité. De l'autre côté de l'allée était assis mon père, Daniel. Il avait exactement la même allure que d'habitude, costume sur mesure, cheveux argentés parfaitement peignés en arrière, un homme persuadé que sa réputation était la monnaie la plus précieuse sur terre. À côté de lui se trouvait mon jeune frère, Julian. Julian était adossé à sa chaise, chuchotant quelque chose à leur avocat aux honoraires exorbitants, Arthur Vance, en affichant un petit sourire étroit et arrogant. Le juge, un homme d'un certain âge nommé Harrison, doté d'yeux perçants qui ne manquaient absolument rien, a baissé les yeux depuis son estrade. Il a mélangé une pile de documents, puis m'a regardé directement. « Monsieur Elia Carter », a dit le juge Harrison, sa voix résonnant dans la salle au haut plafond. Avant même que je ne puisse ouvrir la bouche pour répondre, mon père s'est penché en avant. Il n'a même pas pris la peine de baisser d'un ton. Il voulait que toute l'assistance l'entende. « Mon fils ne peut même pas se payer un avocat », a ricané mon père en secouant la tête avec une fausse pitié. Il s'imagine qu'il peut simplement entrer ici tout seul. Pas d'avocat, pas d'argument, juste cet uniforme et de l'arrogance. C'est une honte. Je n'ai pas bronché. Je ne l'ai pas regardé. J'ai gardé les yeux fixés sur le juge. Le juge Harrison a cessé de trier ses papiers. Il a lentement glissé ses lunettes le long de son nez et a planté son regard dans celui de mon père. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. « Monsieur Carter », a dit le juge d'une voix dangereusement égale. « Cela suffira de votre part. » La mâchoire de mon père s'est refermée d'un coup sec. Il s'est adossé à son siège, croisant les bras, l'air profondément offensé que quiconque ose s'adresser à lui de cette manière en public. Le juge Harrison s'est à nouveau tourné vers moi. « Et vous choisissez de poursuivre seul, mon garçon ?»« Oui, monsieur », ai-je répondu. Ma voix était ferme. Elle ne tremblait pas. L'entraînement militaire vous apprend à contrôler votre respiration lorsque tout s'effondre autour de vous. Le juge m'a observé pendant un long moment. Ce n'était pas un regard de pitié ou de jugement. C'était de la reconnaissance. Il a hoché la tête une fois, d'un mouvement net et décisif. Très bien, a annoncé le juge Harrison à la salle. Pour le procès-verbal, il n'en aura pas besoin. Il est tout ce dont il a besoin. Mon père a poussé un ricanement méprisant, marmonnant quelque chose entre ses dents à l'attention de son avocat. Arthur Vance a souri d'un air suffisant, un sourire prédateur et confiant, et a ouvert avec désinvolture le premier dossier de ma réponse de la défense. Vance était un homme habitué à gagner. Il gagnait sa vie en démolissant les gens à la barre, en protégeant la fortune d'hommes comme mon père, en veillant à ce que chaque divorce et chaque séparation d'entreprise tourne à l'avantage de son client. Vance a jeté un coup d'œil à la première page de mon dossier. Son sourire confiant s'est évanoui. J'ai vu ses yeux parcourir les premières lignes. Ses doigts, qui tapotaient nonchalamment un stylo en or sur la table, se sont soudainement figés. Ses articulations sont devenues blanches. Il a cligné des yeux avec insistance et s'est penché plus près de la feuille, relisant les lignes comme si son cerveau refusait d'assimiler les mots. Toute couleur a quitté son visage, le laissant pâle comme un fantôme dans un costume très coûteux. « Attendez », a murmuré Vance. C'était à peine audible, mais dans cette salle d'audience silencieuse, le mot a porté. Mon père a froncé les sourcils et s'est penché vers lui. « Qu'y a-t-il, Arthur ? Qu'est-ce qu'il a écrit ?» Vance n'a pas répondu. Il continuait de fixer la page, sa respiration devenant subitement courte. Il a dégluti avec peine, levant les yeux du document pour me regarder droit dans les yeux. Ses yeux étaient écarquillés par un choc authentique. « Oh mon Dieu !» a soufflé Vance d'une voix tremblante. « Est-ce vraiment lui ?» Mon père s'est figé, sa posture arrogante s'est effondrée, remplacée par une soudaine confusion grandissante. Il a regardé son avocat, puis a lentement tourné la tête pour me regarder. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés à cette seconde précise, pour comprendre pourquoi un avocat de haut vol tremblait devant une simple feuille de papier,
vous devez comprendre le mensonge dans lequel ma famille vivait depuis 20 ans. Vous devez comprendre l'ombre dans laquelle j'ai grandi. Grandir dans la maison Carter signifiait apprendre sa place très tôt, et la mienne était résolument au second plan. Mon père était un homme qui mesurait le succès uniquement à ce que pensaient les voisins. Si un arbre tombait dans notre jardin et que personne n'était là pour le voir, cela lui importait peu. Mais si un voisin voyait une seule feuille morte sur notre pelouse avant, c'était une crise d'état. J'étais l'aîné, le bourreau de travail. J'étais celui qui réparait les gouttières, tondait la pelouse, refixait les lattes de plancher branlantes du porche arrière. Je faisais le gros du travail, les corvées salissantes, les tâches silencieuses qui faisaient tourner notre quotidien. Mais Julien, mon frère cadet de 2 ans, était l'enfant chéri. Julien était bruyant, charismatique et savait exactement comment manipuler mes parents. Si Julien obtenait un B à un contrôle, ma mère Martha l'encadrait pour le mettre sur le réfrigérateur. Si je passais 3 semaines à construire une radio fonctionnelle de toutes pièces et remporter un concours scientifique régional, mon père accordait à peine un regard au certificat. Je me souviens du jour où j'ai rapporté ce prix scientifique à la maison. J'avais 12 ans. Je me tenais dans la cuisine, tenant la petite plaque en bois, ressentant un rare élan de fierté. Mon père buvait son café, appuyé contre le comptoir. Un voisin, Monsieur Donnelly, est passé déposer du courrier. « Comment vont les garçons, Daniel ?» a demandé Monsieur Donnelly. Mon père a souri, bombant le torse. « Oh, fantastique. Julien vient d'intégrer l'équipe titulaire de football américain. Ce gamin est un prodige. Les recruteurs vont bientôt s'intéresser à lui, je vous le garantis. Nous parlons déjà de créer un compte d'épargne universitaire séparé rien que pour ses stages sportifs. » Je me tenais là, dans la cuisine, la plaque de bois pesante entre mes mains. Mon père ne m'a pas mentionné une seule fois. Il n'a même pas regardé dans ma direction. Il n'a pas menti à Monsieur Donnelly, il m'a simplement effacé complètement de l'histoire. Je suis retourné en silence dans ma chambre et j'ai rangé la plaque dans un tiroir. Je ne l'ai plus jamais ressortie. Ma mère n'était pas différente. Elle entretenait cette dynamique, s'empressant constamment d'atténuer la moindre erreur de Julien tout en m'imposant une exigence impossible d'obéissance silencieuse. Julien a vite compris qu'il pouvait tout se permettre tant qu'il souriait et donnait une belle image de la famille. La seule personne qui voyait clair à travers cette façade était mon grand-père. C'était un homme discret et robuste qui avait bâti le domaine familial de ses propres mains, à partir de rien. Il observait la façon dont mon père devenait obsédé par les adhésions au country club et les voitures neuves tout en ignorant les véritables fondations de notre famille. Quand j'ai eu 18 ans, mon grand-père m'a fait asseoir sur le porche arrière du domaine. Il a contemplé les vastes étendues de terrain, ses mains rudes et calleuses posées sur ses genoux. « Elia » a-t-il dit d'une voix rauque comme du gravier. « Ton père est un homme qui bâtit des châteaux sur du sable. Il se soucie de la peinture, pas de la plomberie. Julien est exactement comme lui. Mais toi, tu as des callosités sur les mains. Tu sais ce que c'est que de travailler. » J'ai simplement hoché la tête, ne sachant que dire. Je crée une fiducie, m'a confié mon grand-père ce jour-là. Un héritage qui saute une génération. Le domaine, les terres, le cœur de ce que j'ai bâti. Tout va dans une fiducie sans droit de regard. Et le moment venu, c'est toi qui la géreras. Pas ton père, pas Julien. Toi. Parce que tu es le seul qui respecte ce qu'il faut d'effort pour que cela reste debout. J'ai gardé ce secret. Je ne voulais pas de l'argent et je ne voulais certainement pas de la cible géante que cela placerait dans mon dos. Mais je comprenais la responsabilité. Mon grand-père savait que si mon père mettait la main sur le titre de propriété, il hypothéquerait le domaine pour acheter un plus grand bateau ou financer la prochaine entreprise vouée à l'échec de Julien. Lorsque mon grand-père est décédé quelques années plus tard, la fiducie s'est verrouillée. Mon père était furieux, mais les avocats l'avaient rendu inviolable. Il était autorisé à vivre dans la maison principale et à profiter de la propriété, mais la propriété réelle et la responsabilité financière relevaient des directives strictes de la fiducie, que je surveillais secrètement. Cependant, rester dans cette maison, regarder mon frère tout obtenir pendant que j'étais traité comme un ouvrier agricole, a fini par me briser. J'ai réalisé que peu importaient mes efforts, peu importait combien j'essayais de gagner le respect de mon père, je ne serais toujours que l'ombre projetée par la lumière éclatante de Julien. Le jour de mes 21 ans, j'ai pris la décision qui a rompu mes liens avec ma famille. J'ai décidé de m'engager dans l'armée.
Je ne l'ai pas fait par colère ou par rébellion. Je l'ai fait parce que j'avais besoin d'un endroit où le travail accompli comptait vraiment, où le respect se gagnait par le courage et la loyauté, et non par des sourires de country club et un charme de façade. Je suis entré dans la cuisine un mardi matin. Mon père lisait le journal et ma mère versait du café. Julien était assis à table, faisant défiler des pages sur son téléphone, cherchant probablement des voitures qu'il ne pouvait pas s'offrir. « J'ai signé les papiers aujourd'hui », ai-je dit d'une voix posée. « Je pars pour l'entraînement de base dans 3 semaines. » Mon père a lentement abaissé son journal. Il n'avait pas l'air inquiet pour ma sécurité. Il n'avait pas l'air fier. Il avait l'air profondément, viscéralement irrité. « Tu as fait quoi ?» a-t-il demandé, sa voix baissant d'un octave. « Je me suis engagé dans l'armée », ai-je répété. Julien a ricané de l'autre côté de la table, sans même lever les yeux de son écran. « Quoi ? Incapable de trouver une vraie carrière ? Tu prends la voie de la facilité, tu t'enfuis comme toujours. » J'ai ignoré Julien et gardé les yeux sur mon père. Mon père s'est levé d'un bond, claquant son journal sur la table. « Nous ne faisons pas cela dans cette famille », a dit mon père, le visage devenant rouge de colère. « Les gens vont jaser. Ils vont se demander pourquoi mon fils gâche sa vie au lieu de faire des affaires. Tu fais ça juste pour m'embarrasser, n'est-ce pas ? Tu rejoins quelque chose qui te met sous les projecteurs pour les mauvaises raisons. Cela n'a rien à voir avec toi, ai-je répondu calmement. C'est ma vie. Je veux faire quelque chose qui a du sens. Tu choisis une vie de simple exécutant, a-t-il craché. Tu avais des opportunités. Tu aurais pu gravir les échelons dans mon entreprise. Tu aurais pu avoir une vie normale. Au lieu de cela, tu cherches à attirer l'attention. Tu choisis la mauvaise sorte d'attention. Il était terrifié par ce que ses partenaires de golf allaient dire. Il était terrifié à l'idée qu'avoir un fils en uniforme ne corresponde pas à l'image de la haute société aisée qu'il avait mis des décennies à façonner. Ma mère s'est finalement retournée depuis la cafetière. Elle se tordait les mains, l'air nerveuse, mais elle n'est pas intervenue pour me défendre. « Elia, s'il te plaît », a-t-elle dit doucement. « Écoute ton père. Ne fais pas d'esclandre. Nous avons déjà dit aux voisins que tu postulais pour un emploi de bureau. » J'ai regardé ces 3 personnes, mon père vibrant d'une colère égoïste, mon frère ricanant de mon prétendu échec, ma mère préoccupée uniquement par les ragots du quartier. À cet instant, voir le dernier fil se rompre fut presque un soulagement. « Je pars dans 3 semaines, ai-je dit. J'emballe mes affaires aujourd'hui. » Le jour de mon départ pour l'entraînement de base, mon père n'est pas sorti de son bureau pour me dire au revoir. Julien était à une fête. Seule ma mère se tenait près de la porte d'entrée. Elle ne m'a pas serré fort dans ses bras et n'a pas pleuré. Elle m'a donné une petite tape raide et maladroite sur l'épaule. « Essaie de ne pas t'attirer d'ennui », a-t-elle dit. Pas de « prends soin de toi », pas de « je t'aime ». Juste un avertissement pour ne pas ternir le nom de la famille. J'ai ramassé mon sac de paquetage, j'ai franchi la porte d'entrée et je ne me suis pas retourné. J'ai cessé d'appeler après les premiers mois. De toute façon, les conversations étaient toujours tendues. Mon père ne me demandait que quand j'allais quitter l'armée pour trouver un vrai travail, et Julien ne faisait que se vanter de sa nouvelle promotion dans l'entreprise de notre père, une promotion qu'il n'avait pas méritée. J'ai trouvé une nouvelle famille dans l'armée. J'ai trouvé des frères qui auraient pris une balle pour moi, des commandants qui me jugeaient uniquement sur mes actes, et un sentiment d'utilité qui a comblé le vide béant que ma famille avait laissé en moi. J'ai gravi les échelons. J'ai appris à commander sous le feu, à gérer la logistique et le chaos, et à rester parfaitement calme quand le monde explosait autour de moi. Je suis devenu l'homme que mon grand-père savait que je pouvais être. Je l'ai simplement fait totalement dans l'ombre, loin des gens qui portaient mon nom de famille. 4 ans après le début de mon service, j'ai été déployé à l'étranger dans une zone de combat. Les journées se confondaient dans une brume de chaleur, de poussière et d'adrénaline. Nous gérions une base d'opérations avancée, et les communications avec le monde extérieur se limitaient à des appels téléphoniques par satellite sporadiques et des courriels différés. C'était un mardi soir lorsque mon ami et compagnon de section Mathieu est entré dans notre baraquement exigu. Il tenait un morceau de papier à la main et me regardait avec une expression pesante. « Elia », a dit doucement Mathieu. « Un message est arrivé par le réseau pour toi. C'est ton grand-père. » J'ai pris le papier. C'était une notification brève et froide de la Croix-Rouge.
Mon grand-père était décédé d'une crise cardiaque soudaine. Les funérailles avaient déjà eu lieu 3 jours plus tôt. Je suis resté assis sur mon lit de camp étroit, fixant le papier. Ma famille n'avait même pas pris la peine d'essayer de m'envoyer un message en urgence. Ils avaient enterré le seul homme de cette maison qui m'avait réellement compris, et ils n'avaient même pas attendu de voir si je pouvais prendre un vol pour rentrer. Je n'ai pas pleuré. J'ai plié le papier, l'ai placé dans ma cantine militaire à côté de la boussole que mon grand-père m'avait donnée, et j'ai repris mon service. Mais une détermination froide et implacable s'est installée dans ma poitrine. Une semaine plus tard, j'ai réussi à obtenir une ligne sécurisée et j'ai appelé Clara. Clara était une femme d'un certain âge, farouchement loyale, qui avait été la comptable personnelle de mon grand-père pendant 30 ans. Elle était la seule autre personne à connaître les détails complexes de la fiducie sans droit de regard. Elia, la voix de Clara s'est brisée à travers la ligne pleine de parasites. Je suis tellement désolé, mon chéri. J'ai essayé de dire à ton père d'attendre, mais il a insisté pour précipiter la cérémonie. Ce n'est rien, Clara, ai-je dit. J'ai besoin de savoir pour le domaine. Quelle est la situation financière? Clara a poussé un long soupir fatigué. C'est grave, Elia. L'entreprise de ton père a subi un coup très dur sur les marchés, et Julien a drainé toutes les liquidités sur lesquelles il pouvait mettre la main. Les taxes foncières sur le domaine arrivent à échéance et elles sont colossales. S'ils sont en défaut de paiement, le comté placera une hypothèque légale sur le terrain. Ton père pense que la fiducie paiera automatiquement, mais les comptes de la fiducie sont vides à cause de ses mauvais investissements. Mon père et mon frère vivaient dans un manoir qu'ils étaient sur le point de perdre parce qu'ils étaient trop occupés à vouloir paraître riches pour gérer réellement leur argent. Mets en place un canal de paiement anonyme, ai-je ordonné à Clara. Fais-le passer par une société écran afin que mon nom n'apparaisse nulle part sur les documents. Je virerai chaque mois une partie de mon solde militaire sur ce compte. Utilise cet argent pour payer l'intégralité des taxes foncières. Ne laisse pas le domaine tomber en défaut de paiement. Clara a hésité. Elia, c'est une part énorme de ta solde. Tu paies pour maintenir un toit sur la tête de gens qui n'ont même pas attendu ta venue pour les funérailles. Je ne le fais pas pour eux, ai-je dit d'une voix dure. Je le fais pour mon grand-père. C'est lui qui a bâti ce domaine. Je ne laisserai pas le comté s'en emparer parce que mon frère veut jouer au millionnaire. Pendant les 8 années suivantes, c'est exactement ce que j'ai fait. Chaque mois sans exception, une part massive de ma paie allait directement au percepteur des impôts du comté. J'ai payé les taxes, les factures d'entretien d'urgence, les primes d'assurance. J'ai maintenu le domaine Carter impeccable et juridiquement protégé. Et mon père et Julien n'en avaient pas la moindre idée. Clara modifiait juste assez les rapports financiers internes de la famille pour leur faire croire que la fiducie générait des dividendes providentiels qui couvraient les dépenses. Ils ont continué à mener leur grand train de vie, organisant des réceptions sur la pelouse, totalement inconscients que le fils qu'ils méprisaient était la seule raison pour laquelle ils ne dormaient pas dans un motel. J'ai survécu à mes déploiements. J'ai été promu à un poste de commandement logistique supérieur. J'ai même dirigé une vaste opération d'évacuation de civils pendant l'ouragan Elias, extrayant 47 personnes d'une zone inondée alors que les autorités locales s'étaient effondrées. J'ai reçu une distinction du département de la Défense, une médaille épinglée sur ma poitrine par un général. Je n'ai pas appelé chez moi pour me vanter. Je n'ai pas envoyé de photos. J'ai simplement gardé la tête basse et continué à faire mon travail. J'ai fini par quitter le service actif et j'ai accepté un poste discret de contractant civil, m'installant dans un petit chalet à quelques villes de là du domaine familial. J'avais mon chien Knox, un revenu stable et la paix. Je pensais que le fantôme de ma famille était enfin derrière moi. C'était un mardi après-midi. Le ciel était couvert, menaçant de pluie. J'étais dans mon jardin à me battre avec un morceau de bois voilé pour essayer de réparer un panneau de clôture cassé. Knox, mon vieux berger allemand, était couché dans l'herbe, me regardant de ses yeux fatigués et fidèles. Mon genou, abîmé par un éclat d'obus des années plus tôt, me lançait dans l'air humide. J'ai entendu le crissement du gravier dans l'allée. Un huissier de justice est sorti d'une berline quelconque, tenant une épaisse enveloppe Kraft. Il s'est approché de la clôture, a vérifié un morceau de papier et m'a regardé. « Elia Carter ?» a-t-il demandé. « Oui », ai-je répondu en essuyant mes mains graisseuses sur mon jean. Il m'a tendu l'enveloppe, « Vous avez reçu une assignation. » Il s'est retourné et est reparti sans un mot de plus.
Je me suis appuyé contre le poteau de clôture et j'ai regardé la lourde enveloppe. L'adresse de l'expéditeur était le tribunal civil de Portsmouth. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir immédiatement pour savoir de qui cela venait, les loups étaient enfin à la porte. Je suis entré dans la maison, me suis versé un café noir et me suis assis à la table de la cuisine. Knox a posé sa lourde tête sur mon genou. J'ai brisé le sceau et sorti les documents juridiques. L'en-tête indiquait « Demandeur, Daniel Carter. Défendeur, Elia Carter. » Mon père me poursuivait en justice. J'ai parcouru le jargon juridique dense, éprouvant un mélange d'amusement sombre et de dégoût profond. Mon père, représenté par l'impitoyable Arthur Vance, demandait au tribunal de dissoudre totalement la fiducie de mon grand-père et de me déchoir de mon statut de fiduciaire légal. Ils exigeaient le contrôle total et sans restriction du domaine et de tous ses actifs au profit de Julian. Mais ce sont les motifs invoqués qui m'ont fait serrer la mâchoire. J'ai lu les allégations spécifiques que mon père avait signées sous serment. Le défendeur, Elia Carter, a fait preuve d'une irresponsabilité financière grave et répétée. Le défendeur a abandonné ses devoirs familiaux, faisant preuve d'une absence et d'une négligence totale pendant 8 ans. La conduite du défendeur est indigne d'un fiduciaire et a causé un préjudice moral et une atteinte à la réputation de la famille Carter. J'ai relu cette dernière phrase 2 fois, conduite indigne. J'ai poussé un rire sec et amer qui a résonné dans la cuisine silencieuse. Knox a dressé les oreilles en me regardant. « Eh bien, mon vieux » ai-je dit en jetant les papiers sur la table. Apparemment, payer leurs factures pendant 8 ans tout en essuyant des tirs fait de moi un irresponsable. Ils étaient aux abois. Clara m'avait prévenu un mois plus tôt que les dépenses de Julian étaient devenues totalement incontrôlables et qu'il cherchait une importante somme d'argent liquide pour couvrir ses dettes. Ils avaient enfin compris que la fiducie détenait les seuls véritables fonds propres restants, et ils avaient besoin de m'écarter pour liquider les terres. J'aurais pu engager un avocat. J'avais assez d'argent de côté pour engager quelqu'un d'aussi féroce que Vance. J'aurais pu laisser des juristes se battre sur des vices de procédure et des détails techniques. Mais alors que j'étais assis là, à regarder la signature de l'homme qui m'avait élevé et une signature qui exigeait mon effacement total, j'ai su qu'un avocat ne réglerait pas cela. Il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de la vérité. Pendant des décennies, mon père avait contrôlé le récit. Il avait écrit l'histoire de notre famille, et dans son histoire, j'étais le vaurien. Je me suis levé de table, suis allé dans ma chambre et ai ouvert la lourde cantine militaire vers olive au pied de mon lit. Les charnières ont grincé. À l'intérieur, plié avec une précision chirurgicale, se trouvait mon uniforme de cérémonie. Le tissu était sombre, les boutons de laiton poli, les rubans chargés d'histoire. J'ai passé ma main sur le tissu. On croit toujours qu'un uniforme est lourd, mais ce n'est pas le cas. Il ne pèse que lorsqu'on comprend le poids des actes qu'il représente. J'ai décidé à cet instant précis que je n'allais pas me cacher derrière un représentant légal. Je n'allais pas payer quelqu'un pour traduire ma vie en jargon d'entreprise. J'allais entrer dans cette salle d'audience, me tenir debout devant le juge, et forcer mon père à regarder enfin en face l'homme qu'il avait jeté. Le lendemain matin, j'ai roulé jusqu'en ville pour retrouver Clara. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un petit restaurant tranquille, loin des cercles de country club que fréquentait mon père. Clara s'est glissée dans la banquette en face de moi, paraissant plus âgée et plus fatiguée que dans mes souvenirs. Elle m'a tendu une mallette épaisse verrouillée. J'ai tout extrait, Elia, a-t-elle dit à voix basse. Chaque reçu de taxe foncière, chaque prime d'assurance, chaque facture d'entretien que tu as payée ces 8 dernières années, tout est consigné. La société écran remonte directement à tes comptes militaires. La traçabilité des documents est inattaquable. Merci, Clara, ai-je dit en prenant la mallette. Elle a hésité, ses mains serrant fermement sa tasse de café. Il y a autre chose. Quelque chose que j'ai découvert en vérifiant les comptes principaux de la famille pour préparer l'assignation à comparaître. Je te l'ai imprimé. C'est dans le dossier rouge à l'intérieur. J'ai déverrouillé la mallette et en ai sorti une mince pochette rouge. À l'intérieur se trouvaient les relevés bancaires du compte d'exploitation conjoint de la famille, un compte auquel Julian avait accès en tant que vice-président de l'entreprise défaillante de mon père. J'ai parcouru les lignes surlignées, des retraits massifs. 50 000 $ par-ci, 20 000 par-là. Tous classés sous des intitulés vagues comme « Développement commercial » et « Relations clients ». Mais Clara avait creusé plus loin. Au relevé étaient joints les numéros d'acheminement réels et les destinataires des virements.
L'argent n'allait pas à des clients, il allait à un concessionnaire de voitures de luxe, il allait à des bijoutiers haut de gamme. Julien avait systématiquement vidé le capital d'exploitation de l'entreprise pour financer un train de vie qu'il ne pouvait pas assumer. Il a acheté une Porsche 911 le mois dernier, Elia, a chuchoté Clara avec dégoût. Ton père croit que l'entreprise traverse simplement une mauvaise passe sur le marché. Il n'a aucune idée que Julien les saigne à blanc de l'intérieur. Julien pousse ce procès contre toi parce que ses créanciers le cernent et qu'il a besoin de vendre les terres du domaine pour effacer ses traces avant que ton père ne le découvre. J'ai fixé les documents. L'audace de la chose était sidérante. Mon frère volait mon père sans vergogne, et mon père me traînait en justice pour donner à Julien les clés du dernier coffre-fort. Vance est-il au courant de cela, ai-je demandé. Clara a secoué la tête, non, Vance n'examine que les documents que Julien lui fournit. Julien a arrangé l'historique financier pour faire croire que tu as abandonné une famille en difficulté, alors que lui aurait été le héros essayant de maintenir le navire à flot. Un calme froid et calculateur m'a envahi. Je ne me rendais plus seulement à une audience de défense, j'entrais dans une embuscade, et j'apportais l'artillerie lourde. Tu dois engager un avocat, Elia, a supplié Clara. Vance est un requin. Il va déformer tes propos. Il va te faire passer pour un monstre. J'ai refermé la mallette, les verrous claquant d'un coup sec et satisfaisant. Non, Clara. Si j'amène un avocat, Vance plaidera des subtilités juridiques. Si je me tiens là seul, ils devront se confronter à la vérité. J'ai quitté le restaurant, suis allé chez l'entreprise de sécurité de mon vieil ami Mathieu pour faire quelques copies cryptées des dossiers, et me suis préparé pour la tempête. Le matin de l'audience, le ciel était d'un gris terne et uniforme. J'ai enfilé mon uniforme. Chaque bouton, chaque pli, chaque ruban était parfaitement aligné. Je ne le portais pas pour me vanter, je le portais parce que mon père m'avait accusé d'avoir une conduite indigne, et je voulais que le juge voie exactement à quoi ressemblait ma conduite. Lorsque je me suis garé sur le parking du tribunal, je les ai vus immédiatement. Mon père, Julien et la femme de Julien, Sarah, montaient les marches imposantes. Julien ajustait les manchettes de son costume italien sur mesure. Sarah portait un sac à main de créateur qui coûtait plus cher que ma première voiture. Il ressemblait à une publicité sur papier glacé pour grande fortune familiale. J'ai garé mon vieux pick-up, saisi la mallette en cuir usé contenant les dossiers de Clara et marché vers l'entrée. Nos chemins se sont croisés dans le long couloir en marbre, juste devant la salle d'audience 4B. Julien m'a vu le premier. Ses yeux se sont légèrement écarquillés à la vue de l'uniforme, une lueur de véritable surprise traversant son visage avant qu'il ne la masque rapidement par son rictus arrogant habituel. Il a donné un coup de coude à Sarah, qui m'a regardé avec un dégoût non dissimulé. Mon père s'est arrêté net. Il m'a jaugé de la tête aux pieds, son visage se figeant dans un masque de pure irritation. Il ne voyait pas un vétéran décoré, il voyait un enfant désobéissant qui gâchait son image. « Tu es vraiment venu » a dit Julien, la voix dégoulinante de condescendance. Il s'est planté sur mon chemin, me forçant à m'arrêter. Et déguisé, en plus. Tu espères quoi? Que le juge te fasse une ristourne parce que tu joues au petit soldat? J'ai regardé Julien. J'ai remarqué le léger tremblement de ses mains, la sueur qui luisait sur son front malgré la climatisation. Il était terrifié. Il masquait cela par de l'arrogance, mais la peur de voir ses dettes le rattraper le rongeait de l'intérieur. C'est un uniforme, Julien, ai-je dit calmement. Les yeux de Julien ont lancé des éclairs. Il a fait un pas de plus vers moi, essayant d'utiliser sa taille pour m'intimider. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici, Elia. J'ai maintenu cette famille à flot pendant que tu t'amusais dans la boue. Papa récupère la fiducie aujourd'hui. C'est terminé. Tu aurais simplement dû rester loin d'ici. Sarah a ricané derrière lui. Franchement, Elia, nous traîner tous au tribunal de cette façon. C'est tellement égoïste. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas quitté mon frère des yeux, ce n'est pas moi qui ai intenté ce procès, Julien. C'est toi. Je suis juste là pour le terminer. Mon père s'est enfin avancé, bousculant Julien au passage. Il m'a regardé avec des yeux froids et sans vie. Tu es une honte, a sifflé mon père, la voix basse et venimeuse. Tu nous as abandonnés. Tu n'as rien apporté. Et maintenant, tu débarques ici pour faire une scène. Aujourd'hui, le juge va réparer l'erreur de mon père. Et nous allons t'effacer de cette fiducie définitivement.
J'ai soutenu le regard de mon père. Je ne ressentais plus aucune colère envers lui, seulement une pitié profonde et écrasante. C'était un homme qui défendait un fils qui le détruisait activement, tout en attaquant le fils qui le sauvait en secret. Nous verrons ce que le juge en pense, Daniel, ai-je dit. Je ne l'ai pas appelé, papa. Je ne l'avais pas appelé ainsi depuis des années. Je les ai contournés, et poussé les lourdes portes en chêne et suis entré dans la salle d'audience pour m'asseoir à la table vide de la défense. L'huissier a appelé la salle à l'ordre alors que le juge Harrison prenait place. Cela nous ramène exactement au moment où le juge a ordonné à mon père de se taire et où Arthur Vance est devenu blême en découvrant ma déclaration initiale de défense. Après que Vance a réussi à reprendre contenance, surmontant le choc de ce qu'il venait de voir sur ma page de garde, le juge lui a ordonné de procéder à sa déclaration liminaire. Vance était un professionnel. Il a rapidement ravalé sa panique, boutonné sa veste de costume et s'est avancé au centre de la salle. Il était prêt à faire son spectacle. Votre honneur, a commencé Vance d'une voix fluide et rodée, emplissant la pièce d'une résonance d'autorité. Nous sommes ici aujourd'hui pour corriger une grave erreur de jugement commise il y a près d'une décennie. Nous sommes ici pour parler de responsabilité familiale, de gestion du patrimoine et de devoir. Vance a commencé à faire les 100 pas lentement devant l'estrade du juge, gesticulant avec élégance. Mon client, Monsieur Daniel Carter, est un pilier de cette communauté. Il a entretenu le domaine de la famille Carter, préservé son héritage et assumé ses charges financières. À ses côtés se trouve son plus jeune fils, Julian Carter, un homme d'affaires dévoué qui a investi sa propre sueur et ses fonds pour s'assurer que la propriété familiale reste intacte. Vance a cessé de marcher et s'est retourné lentement, pointant un doigt manucuré directement sur moi, et puis, votre honneur, nous avons le défendeur, Elijah Carter. Un homme qui, bien qu'ayant été désigné comme fiduciaire légal de ce domaine historique, a fait preuve d'un comportement glaçant d'absence, de négligence et d'irresponsabilité financière. Je suis resté parfaitement immobile, les mains posées doucement sur ma mallette. Je l'ai laissé parler. On n'interrompt jamais un adversaire lorsqu'il est occupé à creuser sa propre tombe. Elijah Carter a quitté cette ville il y a 8 ans, a poursuivi Vance, sa voix montant d'un cran dans une indignation feinte. Il a abandonné ses obligations familiales. Il n'a pas contribué d'un seul dollar à l'entretien du domaine. Il n'a assisté à aucune réunion de famille. Il n'a même pas assisté aux funérailles de son propre grand-père. Il a choisi la voie de la rupture totale, laissant son père et son frère porter le poids financier colossal des taxes foncières et de l'entretien. Mon père a hoché la tête solennellement sur sa chaise, jouant à la perfection le rôle du patriarche lésé. Mon client ne cherche pas à punir le défendeur, a dit Vance, adoucissant son ton pour paraître raisonnable et clément. Nous demandons simplement à ce tribunal de reconnaître la réalité. Elijah Carter est inapte à gérer cette fiducie. Sa conduite est indigne de cette responsabilité. Nous demandons que la pleine autorité sur les actifs de la famille Carter soit transférée à Julian Carter, le fils qui est réellement resté et a fait le travail. Vance est retourné à sa table et s'est assis, l'air immensément satisfait de lui-même. C'était un beau récit, propre, émouvant et totalement inventé de toutes pièces. Le juge Harrison a pris quelques notes, le visage impénétrable. Il a regardé par-dessus ses lunettes en direction de la table de mon père. « Merci, maître », a dit le juge. « Avez-vous l'intention de citer des témoins pour établir ce fardeau financier ?»« Oui, votre honneur », a répondu Vance en se relevant. « J'appelle Julian Carter à la barre. » Julian s'est levé, a réajusté sa cravate et s'est dirigé vers la barre des témoins avec la démarche aisée et confiante d'un homme persuadé que le monde lui appartenait. Il a posé sa main sur la Bible, a juré de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, et s'est assis. Vance s'est approché du pupitre. « Julian, pouvez-vous décrire au tribunal la situation financière relative au domaine Carter au cours des 8 dernières années ?» Julian a poussé un soupir lourd et dramatique, se frottant l'arête du nez comme si le simple souvenir de son dur labeur l'épuisait physiquement. « Cela a été incroyablement difficile, votre honneur, » a dit Julian d'une voix suintant la fausse sincérité. « Lorsque mon grand-père est décédé, le domaine a été frappé par de lourdes taxes foncières parce que mon frère Elijah avait complètement disparu. Le fardeau est tombé entièrement sur moi et mon père. »« Et comment avez-vous géré ces charges, Julian ?» a demandé doucement Vance. « Je me suis sacrifié, » a affirmé Julian en regardant le juge avec ferveur. « J'ai pris de l'argent sur mes propres projets professionnels. J'ai vidé mes économies personnelles. Chaque mois,
je m'assurais que ces taxes soient payées pour que mon père ne perde pas sa maison. Cela a imposé une pression énorme sur ma vie, mon mariage et mes affaires. Mais je l'ai fait parce que j'aime ma famille, contrairement à d'autres, a-t-il lancé en me décochant un regard noir. Donc, pour que le procès-verbal soit parfaitement clair, a déclaré Vance d'une voix forte, c'est vous, Julian Carter, qui avez été l'unique pourvoyeur financier empêchant la saisie du domaine au cours des 8 dernières années. Oui, a dit Julian sans l'ombre d'une hésitation. Chaque centime est venu de moi. Mon frère n'a pas contribué d'un sou. C'était un mensonge magnifique, spectaculaire. Il l'a prononcé avec une telle conviction que j'ai presque admiré son absence totale de scrupules. Vance s'est tourné vers le juge, rien d'autre, votre honneur. La partie demanderesse en a terminé. Le juge Harrison m'a regardé, Monsieur Carter, vous n'avez pas d'avocat pour mener le contre-interrogatoire. Souhaitez-vous interroger le témoin ou faire une déclaration? Je me suis levé lentement. J'ai pris la mallette en cuir usé sur la table. La salle d'audience était plongée dans un silence de mort. Tous les regards étaient braqués sur l'homme en uniforme que l'on présentait comme un bon à rien. Je n'ai aucune question pour le témoin, votre honneur, ai-je dit, ma voix portant clairement jusqu'au fond de la pièce. Je préfère laisser les documents parler d'eux-mêmes. Je souhaiterais faire une déclaration et soumettre des preuves au tribunal. Le juge Harrison a hoché la tête, poursuivez. Je suis sorti de derrière la table de la défense et me suis avancé au centre de la pièce. Je n'ai pas fait les 100 pas. Je n'ai pas utilisé de gestes théâtraux comme Vance. Je me tenais au garde à vous, centré, ancré au sol. Votre honneur, ai-je commencé. La partie demanderesse a formulé plusieurs allégations aujourd'hui. Des allégations d'abandon, de négligence financière, et l'affirmation selon laquelle ma conduite serait indigne de l'héritage de ma famille. J'ai déverrouillé la mallette. Le claquement sec des fermetures métalliques a résonné dans la salle silencieuse. J'ai sorti une épaisse pochette marron. Elle était lourde, remplie de centaines de pages de relevés bancaires et de reçus fiscaux. Je suis d'accord avec Maître Vance sur un point, ai-je dit en regardant directement mon père. Quelqu'un dans cette pièce a menti sur ses contributions financières. Quelqu'un dans cette pièce est inapte à gérer le domaine Carter. Je me suis approché de l'huissier et lui ai remis le dossier marron, votre honneur, je verse la pièce à conviction à de la défense au dossier. Il s'agit de relevés bancaires certifiés et non caviardés, de reçus de virements électroniques et de confirmation du grand livre fiscal du comté couvrant les 8 dernières années. L'huissier a transmis le lourd dossier au juge. Le juge Harrison l'a ouvert et s'est mis à lire. Le silence dans la pièce s'est tendu comme une corde d'arc. Maître Vance et mon frère ont affirmé que Julian payait les taxes foncières, ai-je continué d'une voix posée. Le juge Harrison a tourné la page jusqu'à la page 4. Ses yeux ont suivi les lignes surlignées. Il a froncé les sourcils, passant à la page suivante, puis à la suivante, recoupant les numéros d'acheminement bancaire avec les reçus fiscaux du comté. Ces paiements, a dit lentement le juge Harrison en levant les yeux par-dessus ses lunettes vers Vance, proviennent d'une société anonyme. Oui, votre honneur, ai-je répondu. Et si vous regardez l'annexe à la page 12, vous verrez la déclaration sous serment de la comptable gestionnaire, Clara Higgins, prouvant que je suis l'unique propriétaire et financeur de cette société. Julian s'est agité sur sa chaise à la barre des témoins. Toute couleur a commencé à fuir son visage. Pendant 8 ans, ai-je dit, laissant ma voix s'élever juste assez pour remplir chaque recoin de la salle, chaque facture de taxe foncière, chaque frais d'entretien d'urgence, chaque prime d'assurance pour le domaine Carter a été payé en totalité et en temps voulu. Et chaque centime provenait directement de ma solde militaire. Mon père a poussé un grand cri d'incrédulité. Il s'est à moitié levé de sa chaise, c'est un mensonge. Il ment. Julian, dis-lui qu'il ment. Julian n'a pas dit un mot. Il fixait le dossier marron sur le bureau du juge comme s'il s'agissait d'une grenade dégoupillée. Le juge Harrison a abattu son marteau, asseyez-vous, monsieur Carter. Un autre éclat de votre part et je vous fais l'expulser. Mon père s'est rassis lourdement, respirant difficilement, le regard affolé allant de son avocat à son fils adoré. Vance feuilletait précipitamment les copies des preuves que je venais de soumettre, son visage prenant une teinte grisâtre malsaine. Êtes-vous en train de dire à ce tribunal, a demandé le juge Harrison d'une voix tranchante d'incrédulité, que vous, Elia Carter, avez financé seul le domaine depuis une zone de combat à l'étranger, alors même que le demandeur l'ignorait totalement? Oui, monsieur, ai-je répondu.
Mon grand-père m'a demandé de protéger le domaine. Il ne m'a pas demandé d'en tirer de la gloire. Arthur Vance était comme un animal acculé. Il réalisait que toute son argumentation reposait sur du sable et qu'elle était en train de s'effondrer rapidement. Il s'est levé précipitamment pour tenter d'endiguer l'hémorragie. « Objection, votre honneur » a bafouillé Vance en me désignant du doigt. Même si ces documents financiers sont exacts, ce que nous n'avons pas vérifié, cela n'excuse en rien la moralité du défendeur. Il a tout de même abandonné sa famille. Il a des antécédents de comportement téméraire. Nous maintenons que sa conduite est indigne et constitue une menace pour la réputation de la famille dans cette communauté. Vance jetait toute la boue qu'il pouvait trouver, espérant qu'il en resterait quelque chose. Il pariait que même si j'avais payé les factures, il pouvait encore me dépeindre comme un soldat marginal incapable de s'intégrer dans la bonne société. J'ai plongé la main dans ma mallette une dernière fois. J'en ai sorti une pochette fine à l'allure officielle portant le sceau du département de la défense des États-Unis. « Votre honneur » ai-je dit, ma voix coupant court au cri frénétique de Vance. Maître Vance ne cesse d'utiliser l'expression « conduite indigne ». Il prétend que ma vie est une honte pour la réputation de mon père. Je verse la pièce B de la défense au dossier. J'ai remis le dossier à l'huissier, qui l'a transmis au juge. « Qu'est-ce que c'est » a demandé le juge Harrison en ouvrant la couverture. « Il s'agit de mon état de service militaire complet et non caviardé, votre honneur. Y sont inclus mes évaluations de service, mes journaux de déploiement et mes citations officielles. » Vance s'est avancé, réclamant sa copie. Je la lui ai tendue. J'ai regardé Vance ouvrir le dossier. Je l'ai regardé lire la première page. C'était la même réaction qu'au début du procès, mais décuplée. Ses yeux se sont agrandis, sa bouche s'est entr'ouverte, et il m'a regardé, non pas avec colère, mais avec un respect profond et terrifié. Le juge Harrison s'est mis à lire à voix haute, sa voix résonnant dans la salle d'audience stupéfaite. « Elia Carter, libéré avec mention honorable, grade de major, récipiendaire de la Silver Star pour bravoure au combat. » Le juge s'est arrêté, levant les yeux vers mon père, qui agrippait désormais le bord de sa table, les articulations blanchies. De plus, a poursuivi le juge Harrison en lisant une lettre spécifique jointe au dossier et signée par le général Wyatt, le major Carter est officiellement distingué pour ses actions lors de l'ouragan Elias, où il a coordonné de sa propre initiative l'évacuation de 47 civils pris au piège dans une zone inondée hostile, sans aucune perte humaine. Ces actions font le plus grand honneur à sa personne et aux forces armées des États-Unis. La salle d'audience était plongée dans un silence de plomb. On aurait pu entendre une mouche voler. Le public, qui avait chuchoté tout au long du témoignage de Julian, était totalement immobile. Je me suis tourné lentement pour regarder mon père. Il me fixait, la bouche entr'ouverte. Il ressemblait à un homme qui venait de se réveiller d'un coma de 10 ans. Le fils qu'il avait passé une décennie à qualifier de raté, de fuyard, de honte, se tenait devant lui sous les traits d'un héros de guerre décoré qui avait secrètement payé pour le toit au-dessus de sa tête. Le conseil du demandeur a-t-il quelque chose à ajouter concernant la conduite prétendument indigne du major Carter, a demandé le juge Harrison d'une voix suintant d'un sarcasme glacial. Arthur Vance a lentement refermé le dossier. Il n'a pas regardé mon père. Il n'a pas regardé Julian. Il a fixé le sol. « Non, votre honneur » a murmuré Vance. Mais je n'avais pas terminé. Je n'avais même pas encore lâché la véritable bombe. Les paiements de taxes et l'état de service militaire n'étaient que la mise en place. J'étais sur le point de montrer au tribunal ce que Julian avait réellement fait de l'argent qu'il prétendait avoir dépensé pour la maison. La salle d'audience était si silencieuse que l'on pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation vibrer au plafond. Les paroles du juge Harrison flottaient dans l'air, résonnant contre les boiseries des murs. Il venait de lire mon dossier militaire à voix haute. Il venait de révéler à une salle pleine de monde, y compris au père qui m'avait traité de fuyard, que j'étais un major décoré ayant sauvé 47 vies pendant l'ouragan Elias. Mon père s'agrippait au bord de sa table, ses articulations blanches comme des os. Il me fixait, les yeux écarquillés sans ciller, comme s'il voyait un fantôme. Pendant 10 ans, il s'était forgé une fiction dans laquelle j'étais un incapable. Il s'était convaincu que mon absence était la preuve de mon égoïsme. Désormais, toute cette réalité s'effondrait sous ses yeux. « Je ne comprends pas » a chuchoté mon père. C'était la première fois que j'entendais sa voix sembler si minuscule. Il ne nous l'a jamais dit. Il n'a jamais dit un mot de tout cela.
Le juge Harrison a baissé les yeux depuis son siège, le regard totalement dénué de compassion. La modestie du major Carter n'enlève rien à ses états de service, monsieur Carter. Elle ne fait que souligner votre profonde ignorance à l'égard de votre propre fils. Arthur Vance, l'avocat payé au prix fort que mon père avait engagé pour me détruire, restait assis, immobile. Il avait légèrement reculé sa chaise de la table, créant une distance physique entre lui et ma famille. Il savait reconnaître un navire qui sombre. Mais je n'avais pas fini. Révéler la vérité sur mon service militaire ne servait qu'à laver mon honneur. J'étais là pour protéger l'héritage de mon grand-père, et cela impliquait de mettre au jour l'infection qui le rongeait activement. J'ai plongé une dernière fois la main dans ma mallette en cuir usé. J'en ai sorti une autre pile épaisse de documents reliés par une grosse pince noire. C'était la dernière série de pièces que Clara m'avait donnée au restaurant. Votre honneur, ai-je dit, ma voix étant ferme et parfaitement posée. Maître Vance a affirmé plus tôt que mon frère Julian avait été l'unique pourvoyeur financier du domaine Carter. Julian a témoigné sous serment qu'il avait vidé ses économies personnelles pour éviter la saisie de la maison de mon père. La tête de Julian a pivoté violemment vers moi. Le sourire arrogant qu'il arborait depuis notre enfance avait totalement disparu. Son visage ruisselait de sueur. Il avait l'air d'un condamné debout sur la trappe d'un échafaud, attendant qu'on actionne le levier. Je verse la pièce C de la défense au dossier, ai-je dit en apportant l'alias à l'huissier. Il s'agit des relevés bancaires certifiés des comptes d'exploitation conjoints de la famille Carter, que Julian administre. Ils comprennent les numéros d'acheminement, les reçus de virements bancaires et les factures fournisseurs correspondantes pour les 24 derniers mois. L'huissier a transmis l'alias au juge. Le juge Harrison a ajusté ses lunettes et s'est mis à lire. J'ai vu ses sourcils se hausser. Il a tourné une page. Il en a tourné une autre. Le silence s'est étiré, épais et étouffant. Maître Vance, a dit le juge Harrison, sa voix tombant dans un registre grave et menaçant. Avez-vous examiné ses états financiers avant de déposer cette requête? Eh bien, maître, votre client vous a menti, a tranché le juge Harrison. Il a brandi une feuille de l'alias, ces documents ne montrent absolument pas que Julian Carter paie des taxes foncières. En réalité, ils montrent exactement l'inverse. Ils démontrent un siphonnage massif et méthodique des fonds d'exploitation de la famille. Mon père s'est levé, le visage empourpré. Quoi? De quoi parlez-vous? Julian a investi cet argent pour maintenir l'entreprise à flot. Il l'a investi, en effet, a ironisé le juge Harrison. Il a regardé directement Julian. D'après ses virements bancaires, Julian Carter a retiré 85 000 $ de la réserve d'urgence de la fiducie familiale pour les virer directement à un concessionnaire de voitures de luxe européenne. Un mois plus tard, 40 000 autres $ ont été virés à une agence de voyage haut de gamme pour des vacances de 3 semaines aux Maldives. Mon père a lentement tourné la tête pour regarder Julian. Une voiture? Tu m'as dit que l'entreprise avait besoin de liquidités pour un nouveau contrat fournisseur. Tu as acheté une voiture? Julian tremblait. Papa, écoute. Je peux t'expliquer. C'était une dépense professionnelle. J'avais besoin de renvoyer une image de réussite pour décrocher de nouveaux clients. Tu as toujours dit que nous devions soigner notre image. Une Porsche 911 n'est pas une dépense professionnelle, monsieur Carter, l'a interrompu le juge Harrison en lisant le modèle directement sur la facture. Pas plus qu'un débit de 50 000 $ chez un bijoutier de luxe, ni la longue liste de dépenses somptuaires documentées ici. Vous avez systématiquement détourné l'argent des comptes de votre propre famille pour financer un train de vie fastueux, pendant que votre frère utilisait secrètement sa solde militaire pour payer les véritables factures que vous négligiez. La salle d'audience s'est enflammée de murmures choqués. Sarah, la femme de Julian, était assise dans l'assistance, la bouche bée. Elle semblait horrifiée, non pas parce que son mari était un voleur, mais parce qu'elle réalisait soudainement que le puissant fonds d'argent dont elle profitait était complètement à sec. Mon père avait l'air d'avoir reçu un coup physique. Il a trébuché d'un pas en arrière, heurtant sa chaise. Il a regardé Julian, son enfant en or, le fils qu'il avait idolâtré et protégé. Il a vu la sueur, la panique, la lâcheté absolue dans les yeux de Julian. Puis mon père m'a regardé. Il a vu l'homme en uniforme qui avait payé le prix de son aveuglement. Il a enfin compris, il attaquait en justice la seule personne qui maintenait un toit sur sa tête pour donner les clés à celle qui le dépouillait activement. C'est le moment qui change tout, l'instant où j'ai enfin repris le contrôle de ma vie.
Merci infiniment pour votre patience et d'être resté avec moi jusqu'à présent. Vous avez été formidable. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à écrire en commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes arrivé jusqu'ici. Cela aide non seulement plus de gens à découvrir cette histoire, mais cela me montre aussi que mes expériences ont une réelle valeur pour quelqu'un. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à partager la suite de ce parcours. Arthur Vance n'a même pas essayé d'élaborer une défense. Il a commencé à ranger énergiquement ses blocs-notes juridiques et ses stylos en or dans sa mallette de marque. C'était un homme soucieux de son palmarès de victoires et de son droit d'exercer. Il savait que Julian avait commis un parjure à la barre, et il refusait d'être associé aux retombées. Votre honneur, a dit Vance d'une voix sèche et professionnelle, totalement dépourvue de la cordialité affichée plus tôt. À la lumière de ces nouveaux éléments qui m'ont manifestement été dissimulés par mes clients, je n'ai plus aucun argument à présenter. Nous retirons la requête. Mon père a tourné brusquement la tête. Arthur, qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas abandonner comme ça. Je protège mon cabinet, Daniel, a rétorqué Vance sans même le regarder. Vous m'avez menti, tous les deux. Vous êtes désormais entièrement seul. Le juge Harrison a saisi son marteau de bois. Il a balayé la salle du regard, ses yeux perçants se posant sur mon père et Julian. Ce tribunal juge les prétentions formées contre le défendeur totalement infondées, abusives et profondément insultantes, a annoncé le juge Harrison. La requête en dissolution de la fiducie est rejetée avec dépens et sans possibilité de réexamen. Le major Carter conserve l'entière et unique autorité sur le domaine, conformément aux dispositions établies par son grand-père. De plus, j'ordonne au greffier du tribunal de transmettre une copie de ces transcriptions financières au bureau du procureur du comté afin d'examiner d'éventuelles poursuites pour fraude et parjure concernant le témoignage livré par Julian Carter aujourd'hui. Julian a enfoui son visage dans ses mains. Il était ruiné. Le juge Harrison a regardé directement mon père une dernière fois. Monsieur Carter, vous vous êtes présenté devant mon tribunal en prétendant que votre fils aîné était une honte. Vous avez prétendu que sa conduite portait atteinte à votre famille. Laissez-moi vous dire une chose en toute clarté, ce qui porte atteinte à une famille, ce n'est pas ce que font ses membres, c'est ce que vous choisissez d'ignorer. L'audience est levée. Le marteau a frappé l'estrade. Le son a résonné comme un coup de feu. C'était terminé. Le public a évacué rapidement. Les gens chuchotaient en se dépêchant de franchir les lourdes portes en chêne, impatients de propager les ragots sur la chute spectaculaire de la famille Carter. Arthur Vance est sorti d'un pas militaire sans un regard en arrière. Je suis resté à ma table. J'ai lentement rassemblé mes dossiers, les ai replacés dans la pochette marron et ai reverrouillé ma mallette. L'adrénaline qui m'avait maintenu alerte pendant les 2 dernières heures a commencé à retomber, laissant place à une étrange paix intérieure. Je me suis retourné. Mon père se tenait toujours à sa table. Julian avait déjà fui la pièce, se précipitant dans le couloir pour tenter de limiter les dégâts avec sa femme. Nous étions seuls dans cette immense salle d'audience silencieuse. Mon père paraissait avoir vieilli de 10 ans depuis son arrivée ce matin-là. Ses épaules étaient affaissées, sa posture impeccable et le port altier de son menton avaient disparu. Il regardait ses mains posées sur la table vide. Il a lentement relevé la tête et m'a regardé. Il n'y avait plus aucune colère dans ses yeux, plus aucune fierté, seulement une prise de conscience dévastatrice et écrasante. Je ne savais pas, a dit mon père. Sa voix était fragile, elle s'est brisée sur le dernier mot. Je l'ai regardé. Je n'ai ressenti aucune envie de crier, aucun désir d'étaler ma victoire devant lui. La vérité s'était chargée de tout faire à ma place. Tu n'as jamais posé la question, ai-je répondu doucement. J'ai ramassé ma mallette et descendu l'allée centrale. Je ne me suis pas retourné. J'ai poussé les doubles portes et suis sorti dans le couloir brillamment éclairé. Julian se tenait près des ascenseurs. Sarah était à quelques pas de lui, les bras étroitement croisés sur la poitrine, le visage empreint d'une fureur pure. À mon approche, Julian s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient égarés, désespérés. Il s'est interposé sur mon chemin, levant les mains dans un geste d'apaisement. « Elia, attends. S'il te plaît, attends une seconde, a supplié Julian. Sa voix était fébrile, complètement dépouillée du ton condescendant qu'il employait 2 heures plus tôt. Tu dois m'aider. Si le procureur épluche ses comptes, je vais en prison. Sarah parle de divorcer. Tu contrôles la fiducie maintenant.
Tu peux autoriser un versement. Donne-moi juste de quoi combler les fonds manquants sur le compte de l'entreprise. Je te rembourserai, je te le jure. Je me suis arrêté et j'ai regardé mon jeune frère. Ce n'était pas un cerveau du crime, c'était juste un homme gâté et faible à qui l'on n'avait jamais dit non de toute sa vie. Il avait passé son existence à m'écraser pour se grandir, et maintenant que le sol se dérobait sous ses pieds, il attendait que je le rattrape. Tu as passé ta vie à me rabaisser pour te donner l'impression d'être supérieur, Julian, ai-je dit, ma voix étant froide et dure. Tu t'es présenté sous serment pour voler la dernière chose que notre grand-père a bâtie. Et tu as utilisé mon nom comme punching ball pour y parvenir. Elia, nous sommes une famille, a plaidé Julian, des larmes lui montant réellement aux yeux. Non, ai-je répondu. Je l'ai contourné. Sarah m'a regardé passer sans dire un mot, mais alors que j'atteignais l'ascenseur, j'ai entendu sa voix cinglante et furieuse s'abattre sur Julian. La façade de leur mariage parfait et fortuné venait de voler en éclats. Je suis sorti du palais de justice pour retrouver la fraîcheur de l'après-midi. J'ai pris une profonde inspiration. Le ciel était toujours gris, mais le monde semblait plus léger. J'ai rejoint mon vieux pick-up, jeté la mallette sur le siège passager et pris la route. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai gardé mes distances. Les échos locaux m'ont appris que la situation s'était rapidement dégradée pour ma famille. Le bureau du procureur avait bel et bien ouvert une enquête sur les finances de Julian. Les créanciers ont commencé à harceler la maison d'appel. Sarah a demandé le divorce, récupérant tous les actifs sains qu'elle pouvait obtenir et laissant Julian assumer seul les conséquences de ses actes. La Porsche a été saisie directement dans l'allée du domaine familial. Je n'ai pas cherché à les contacter et ils ne m'ont pas contacté non plus. Je pensais que ce silence marquait la fin de l'histoire. Je pensais que le tribunal avait été le dernier chapitre. J'avais tort, le coup le plus dur était encore à venir. Environ 2 mois après le procès, j'étais assis sur le porche arrière de mon chalet. Knox dormait à mes pieds. Le soleil se couchait, étirant de longues ombres dorées sur l'herbe. Mon téléphone portable a vibré sur la table, l'écran affichait le nom de ma mère. Je ne lui avais pas parlé depuis des années. Même lors du procès, elle ne s'était pas montrée. Elle détestait le conflit, préférant se cacher dans la maison et faire comme si tout était parfait. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Une partie de moi voulait laisser sonner, mais une autre cette part d'enfance qui espérait encore un geste d'affection a décroché. « Allô » ai-je dit. « Elia » a dit ma mère. Sa voix était nouée par les larmes. Elle semblait épuisée. « Elia, s'il te plaît, ne raccroche pas, je t'écoute » ai-je dit, maintenant un ton neutre. « C'est Julian » a-t-elle sangloté. « Il est en train de tout perdre. Les avocats parlent de prison ferme pour les détournements de fonds. Ton père refuse même de le regarder. La maison est si silencieuse, Elia. C'est terrible. » Je me suis adossé à mon siège, observant la lisière des arbres. Julian a fait ses choix, maman. Il doit en assumer les conséquences. Un long silence s'est installé au bout du fil. Je l'ai entendu renifler, essayant de se reprendre. « Elia, tu dois l'aider » a-t-elle supplié, sa voix descendant dans un murmure désespéré. « Tu as la fiducie. Tu as l'argent. Tu peux rembourser les dettes de l'entreprise et faire en sorte que tout cela disparaisse. S'il va en prison, les voisins. Toute la ville sera au courant. Nous serons ruinés. S'il te plaît, tu dois sauver ton frère. » J'ai fermé les yeux, sentant la douleur familière se réveiller dans ma poitrine. « Maman, il a essayé de me poursuivre en justice. Il a menti sous serment. Il a tenté de détruire ma réputation pour masquer ses propres vols. Et tu veux que je le tire d'affaire pour préserver l'image de la famille? Je sais qu'il a fait des erreurs. » C'est-elle écriée. Mais il était aux abois. Il subissait une telle pression pour maintenir le train de vie que ton père exigeait. Il ne voulait pas te faire de mal. Étais-tu au courant, ai-je demandé. La question est sortie avant même que je ne puisse la retenir. Savais-tu qu'il volait l'entreprise? Le silence. Un silence lourd et oppressant a envahi la ligne. Maman, est-ce que tu savais, ai-je insisté, ma voix se durcissant. J'ai vu un relevé bancaire il y a quelques mois, a-t-elle balbutié, la voix brisée. J'ai vu les retraits. Je lui ai posé des questions. Il m'a dit qu'il déplaçait simplement des fonds, que c'était un prêt temporaire qu'il s'accordait.
Je ne voulais pas contrarier ton père, son cœur ne supporterait pas un tel stress. J'ai dit à Julien de remettre l'argent avant que quiconque ne s'en rende compte. J'ai senti l'air quitter mes poumons. J'ai serré le téléphone si fort que mes articulations ont craqué. Tu savais, ai-je murmuré. Tu savais qu'il volait. Et quand papa a déposé cette plainte contre moi, m'accusant d'avoir abandonné la famille, me traitant de parasite, tu l'as laissé faire. Tu les as laissés me traîner au tribunal en sachant pertinemment que le voleur, c'était Julien. Tu étais prête à les laisser me détruire pour le protéger. Elia, essaie de comprendre. A-t-elle imploré. Tu es fort. Tu as toujours été le fort. Tu peux encaisser. Julien est fragile. Si les gens découvraient ce qu'il a fait, cela le briserait. J'essayais juste de protéger ma famille. Je suis ta famille, ai-je dit d'une voix totalement atone. Le dernier lien qui me rattachait encore à cette maison s'est rompu. Il ne restait plus de colère, seulement un deuil profond et vide. Mais j'imagine que je ne l'ai jamais vraiment été. Elia, s'il te plaît. Ne rappelle plus jamais à ce numéro, ai-je dit, avant de raccrocher. Je suis resté longtemps assis sur le porche tandis que le soleil disparaissait sous l'horizon et que le jardin plongeait dans l'obscurité. Knox s'est réveillé, sentant le changement dans mon humeur. Il s'est approché et a posé son lourd menton sur mon genou. J'ai caressé son pelage en respirant profondément et lentement. Cela faisait mal, plus mal que tout ce que mon père ou mon frère m'avaient jamais fait subir. Mais d'une façon étrange, c'était la libération finale dont j'avais besoin. La vérité avait éclaté, l'illusion de la famille Carter parfaite était morte, et je n'avais plus à porter le fardeau de leurs attentes. J'étais enfin totalement libre. 6 mois ont passé. L'hiver a fait place à un printemps lumineux et vivifiant. Je n'ai pas laissé la fiducie à l'abandon. J'ai pris le domaine de mon grand-père et lui ai donné une nouvelle vocation. J'ai travaillé avec une équipe juridique pour modifier le zonage d'une grande partie des terres. Matthew, mon ancien compagnon de section, et moi nous sommes associés pour créer un centre de réinsertion et de soutien pour les vétérans retournant à la vie civile. Nous avons utilisé le terrain pour construire des ateliers, des logements temporaires et des structures de formation professionnelle. J'ai investi ma solde militaire, mes économies et les ressources de la fiducie pour bâtir quelque chose de concret, quelque chose qui aidait réellement les gens au lieu de chercher simplement à faire bonne figure depuis la rue. J'étais sur la propriété un après-midi, marchant le long de la clôture avec Knox. Nous venions d'achever l'installation d'un nouveau portail pour le centre. L'air sentait le bois fraîchement coupé et les pins en fleurs. Je portais de vieilles bottes de travail, un jean et un t-shirt délavé. Mes mains étaient calleuses et sales. Je me sentais exactement comme mon grand-père. J'ai entendu une voiture s'engager dans la longue allée de gravier. Je me suis retourné et j'ai vu une berline sombre se garer près du bureau principal que nous avions construit. Un homme en est sorti, c'était mon père. Je ne l'avais pas revu depuis le tribunal. Il s'est avancé lentement vers moi, s'appuyant lourdement sur une canne que je ne lui connaissais pas. Il avait perdu du poids, son costume sur mesure semblait un peu trop grand pour sa carrure. Le patriarche arrogant et intouchable avait disparu, ce n'était plus qu'un vieil homme fatigué. Je suis resté près de la clôture à attendre. Knox s'est assis fidèlement à mes côtés. Mon père s'est arrêté à quelques pas. Il a regardé autour de lui, observant les nouveaux bâtiments, les vétérans qui travaillaient au loin, la vie qui avait été insufflée à nouveau dans ces terres que son propre père avait bâties. « Tu as fait beaucoup de choses avec cet endroit », a-t-il dit d'une voix éraillée. « Je l'entretiens », ai-je répondu simplement. Comme on me l'avait demandé. Il a hoché lentement la tête. Il a regardé ses chaussures, puis m'a regardé à nouveau. Il a vu la terre sur mes mains, la sueur sur mon front. Pour la première fois de toute ma vie, il ne m'a pas regardé avec déception. Il a plongé la main dans la poche de sa veste, la main légèrement tremblante. Il en a sorti un petit objet en argent terni attaché à une courte chaîne, c'était la montre à gousset de mon grand-père, cette lourde pièce d'horlogerie mécanique qu'il avait portée chaque jour de son existence. Mon père me l'a tendu, j'ai trouvé ceci dans son bureau après sa mort, a dit doucement mon père. J'ai regardé la montre dans sa main tremblante. Julien risque 3 ans de prison, a poursuivi mon père, la voix brisée. L'entreprise n'existe plus. Ta mère. Elle m'adresse à peine la parole. Tout ce que j'ai passé ma vie à essayer de protéger n'était que du vent.
Il a fait un pas de plus et a délicatement déposé la lourde montre en argent dans ma paume sale. J'ai passé toute ma vie à m'inquiéter de ce que les gens pensaient de moi, à murmurer mon père, les larmes aux yeux. J'ai rejeté le seul fils qui a toujours fait ce qui était juste. Tu ne m'as pas fait honte, Elia. Je me suis couvert de honte tout seul. Je suis tellement désolé. Je suis resté là, sentant le métal froid de la montre dans ma main. J'ai regardé l'homme brisé qui se tenait devant moi. Je n'éprouvais plus le besoin de le punir, la vie s'en était déjà chargée. Merci pour la montre, Daniel, ai-je dit doucement. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. Je ne lui ai pas dit que tout allait bien, parce que ce n'était pas le cas, le passé ne pouvait être réécrit. Mais je lui ai pardonné, non pas pour lui, mais pour moi-même, afin de pouvoir enfin tourner la page. Il a hoché la tête, comprenant la limite que j'avais posée. Il a fait demi-tour, s'appuyant lourdement sur sa canne, et est retourné lentement vers sa voiture. Je l'ai regardé partir, disparaissant au bout de la route. Plus tard dans la soirée, je me suis assis au lourd bureau de chêne de mon nouveau lieu de travail. La fenêtre était ouverte, laissant entrer la brise fraîche de la nuit. J'ai plongé la main dans ma poche et en ai sorti la vieille boussole militaire que mon grand-père m'avait donnée quand j'étais enfant. Je l'ai posée sur le bureau. Puis j'ai pris la montre à gousset en argent que mon père venait de me donner et l'ai placée juste à côté de la boussole. Deux instruments, l'un vous indique exactement où vous allez, l'autre vous indique exactement le temps qu'il vous reste pour y parvenir. Pendant des années, j'avais laissé les attentes de ma famille dicter ma valeur. J'avais mené une guerre silencieuse pour tenter de gagner le respect de personnes qui étaient déterminées à me mal juger. J'avais porté le poids de leurs faux récits, croyant que si je travaillais assez dur, si je me faisais assez discret, ils finiraient par reconnaître ma valeur. Mais assis là, observant ces deux objets hérités, j'ai compris la leçon la plus importante de ma vie, vous ne pouvez pas forcer les gens à voir la vérité s'ils sont attachés à un mensonge. Vous ne pouvez pas changer l'image de vous qu'ils ont créée dans leur esprit pour se donner bonne conscience. Tout ce que vous pouvez faire, c'est sortir de leur ombre. Tout ce que vous pouvez faire, c'est prendre la boussole, regarder la montre et commencer à tracer votre propre chemin. Et avec le temps, la vérité finira toujours par parler d'elle-même. Merci d'être resté et d'avoir écouté mon histoire. Je sais que le voyage a été long, mais c'était un récit que je ressentais le besoin de partager. Parfois, les combats les plus rudes ne se déroulent pas sur un champ de bataille, ils ont lieu dans nos propres salons. J'espère que cette histoire a trouvé un écho en vous, qu'elle vous a peut-être donné le courage de fixer des limites dans votre propre vie. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation similaire où vous avez dû vous éloigner de personnes qui refusaient de reconnaître votre valeur? J'aimerais beaucoup lire vos expériences dans les commentaires.